À la une ce soir, design, graphisme ou encore art plastique, c'est peut-être l'une des voies que les futurs étudiants choisiront. Le campus caribéen des arts ouvrait ses portes aujourd'hui au public. La formation artistique a-t-elle le vent en poupe? Nous répondrons à cette question. Une autre porte ouverte, celle du Lecta de Croix-Rivaille. Une quarantaine d'exposants de la filière agricole sont venus présenter leurs produits. Parmi eux, des anciens élèves du lycée, vous le verrez. Alors que plus de 60% des Martiniquais sont en surpoids, la commune de Rivière-Pilote prend le problème à bras-le-corps et proposait une matinée dédiée au sport et à la nutrition avec en prime les conseils de professionnels de santé. Et puis du sport, justement en football, 17e journée du championnat de Régional 1 hier soir. Le Golden Lion, champion en titre, affrontait le club franciscain. Un match pluvieux pour un score ex-aequo au final. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. On débute par cette information. En bref, on l'a appris en milieu de journée. Un jeune homme de 25 ans a été blessé par balle au quartier Flamboyant au Gros-Morne. On ignore pour l'heure les circonstances de cette agression. La victime, blessée à la cuisse, a été prise en charge à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann. Et puis, autre information, suite à la mobilisation contre la suppression d'une classe de première S à la rentrée prochaine au lycée de Bellefontaine, eh bien, la nouvelle est tombée en fin de journée. La classe sera finalement maintenue. Et toujours au chapitre éducation, les lycéens n'ont plus que quelques jours pour entrer leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Voilà qui aura peut-être aiguillé leur choix. Le campus caribéen des arts ouvrait ses portes au public aujourd'hui. L'occasion pour les futurs étudiants de découvrir les disciplines enseignées au sein de la structure et les travaux des apprentis designers. Les formations en art attirent-elles les jeunes? La réponse avec Yoann Boulard. Loin des années 80 et des premiers tâtonnements, l'impression 3D a aujourd'hui poussé les portes de cette école d'art. Fini le temps où les artistes voyaient les ordinateurs d'un mauvais œil. La conception, la réalisation, donc c'est à partir d'une idée ou d'un projet ou d'un cahier des charges. Et après, on va chercher des outils qui nous permettent de réaliser. C'est un outil qui est au service de la création. On va dire au service de la création qui permet de réaliser des choses. Dans cette autre salle, pas de machine, mais la bonne vieille huile de coude. On en a parlé, je trouvais ça cool de faire des motifs sur des t-shirts, enfin des trucs qu'on a nous-mêmes créés sur des t-shirts. C'est grave, elle permet de travailler sur différents types de supports, par exemple communication, affiches, médias imprimés, charte graphique, illustration, poster. Donc c'est vraiment diversifié et là maintenant en ce moment c'est format t-shirt. Donc il n'y a pas de contraintes au niveau du support. On peut même travailler sur de la sérigraphie sur bois. Des débouchés nombreux qui n'empêchent pas les effectifs d'être en baisse. Qu'à cela ne tienne, ici on privilégie la qualité à la quantité. Le campus caribéen des arts s'est recentré sur les arts visuels. Donc il y avait par le passé des départements qui ont été fermés par l'ancienne mandature. Et moi, avec mon arrivée, j'ai recommencé à reconsolider l'existant avec, bien sûr, le maintien des deux agréments, le DNA et le DNSEP. Ils ont fait un choix que j'estime militant parce qu'il n'est pas facile de vivre de l'art. Pourtant, quand on voit les réalisations, on se rend compte qu'ils s'investissent complètement dans ce champ. Un champ qui semble plus que jamais séduire. Infographie, atelier bois et métal. Pour Clarisse, venue profiter des portes ouvertes, l'art, c'est l'avenir. Les designers vont créer les objets de demain. Donc les jeunes, même s'ils ne sont pas directement intéressés par ça, entre guillemets, ils sont attirés par les choses qui leur plaisent de façon visuelle. Et c'est forcément un designer qui est arrivé à ce résultat. Le campus semble avoir encore de beaux jours devant lui. 200 visiteurs étaient attendus. Un chiffre atteint dès la mi-journée. Hier soir, Petit paysan, le film d'Hubert Charuel qui met en lumière les difficultés de la vie d'agriculteur, remportait le César du meilleur premier film à Paris. Et bien chez nous également, le monde agricole était mis à l'honneur pour la 3e et dernière journée des portes ouvertes du Lecta de Croix-Rivaille à Ducos. Le public a pu découvrir sous un autre angle les métiers de la filière. L'occasion également pour certains de faire leur marché. Une quarantaine d'exposants étaient présents, parmi eux d'anciens élèves. Camille Joseph.
toucher du doigt le travail de production du lycée, mais aussi rassembler d'anciens élèves qui ont fait de leur passion leur métier, même si ce n'est pas toujours facile. Je suis là en tant déjà qu'ancien élève du lectat de Croix-Rivail. Donc j'ai effectué pratiquement toute ma scolarité après la 3e ici. Je suis venu présenter un peu ma marchandise, tout ce que j'ai produit. Durant l'année, ça n'a pas été très évident avec toutes les intempéries qu'on a eues. Il faut aimer ce qu'on fait, aimer produire, aimer servir son peuple et donner surtout des produits de qualité. Je tourne avec 25 millions, une toute petite production qui produit quand même beaucoup de la peau. Et dans les alentours de 250 têtes. Donc au final, ça tourne assez bien malgré tout. Et le travail quotidien, c'est pas forcément sur l'alimentation, mais je me base surtout sur la reproduction, où ça demande quand même un suivi. Parce qu'il faut mettre les lapines à la saillie, il y a beaucoup de gestion. Les visiteurs venus nombreux apprécient la qualité de la production et en profitent pour échanger avec les élèves. Je voulais soutenir les jeunes et que je travaille ici et que c'est tout à fait normal que je puisse les voir évoluer, ça m'a fait plaisir. Je voulais savoir est-ce qu'ils ont apprécié en fait est-ce qu'ils apprécient le travail qu'ils font dans leur formation et comment ils ont pu obtenir ce type de résultats. Le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Croix-Rivail propose à ses quelques 220 élèves un panel de formation allant de la seconde générale et technologique à la licence professionnelle. J'apprends à faire pousser des légumes, j'apprends à m'occuper des animaux, comme les ovins, les bovins. Donc on est bien dans les démarches qui sont les démarches agroécologiques, c'est-à-dire des produits sains, limiter le nombre de produits phyto à l'entrée, voire aller sur du bio, puisqu'on a une partie de nos serres sur l'exploitation du lycée agricole qui sont en bio. La journée porte ouverte du lycée de Croix-Rivail a rappelé, s'il en était besoin, qu'une nouvelle génération d'agriculteurs se prépare à prendre le relais et rêve de pouvoir produire en quantité et en qualité afin de satisfaire le marché local. On va maintenant aborder un tout autre sujet. En janvier dernier, les gardiens de prison descendaient dans la rue partout en France pour dénoncer leurs conditions de travail. Le mouvement particulièrement suivi chez nous avait duré 15 jours suite à cette grève massive. Et pour apaiser les tensions, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, avait annoncé l'application de certaines mesures. Mais le combat est loin d'être terminé. On en parle avec notre invité Jean-François Forget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le secrétaire général national du syndicat majoritaire UFAP-UNSA Justice. Vous êtes de passage chez nous pour quelques jours. Vous avez pu notamment faire le point avec la branche syndicale locale. Quel état des lieux dressez-vous du milieu carcéral en Martinique tout d'abord ? Écoutez, il est consternant depuis de nombreuses années. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour faire avancer un certain nombre de propositions. Différents ministres se sont engagés et à chaque fois des promesses non tenues. Donc aujourd'hui, je suis là pour rencontrer mes collègues et puis relayer le dossier qu'ils ont présenté à la sénatrice la semaine dernière, enfin il y a quelques jours. Voilà, on va en parler dans un tout petit instant. Et puis porter, parce qu'il faut effectivement que dans le plan global que va présenter le gouvernement et le président de la République, il y ait une attention particulière pour l'outre-mer et en particulier aujourd'hui pour la Martinique. Et justement, notre situation, est-ce qu'elle est pire que dans l'Hexagone? Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux autres établissements pénitentiaires? Vous savez, il n'y a pas de course à l'échalote du pire ou du meilleur élève. La situation, elle est globalement catastrophique. Ici, elle est particulièrement sensible. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul établissement. Il en faudra un deuxième. On n'a aucune capacité technique et pratique à prendre en charge différemment différentes populations parce qu'on a tout à mettre. On a aussi de la surpopulation pénale. On a un département avec un taux de criminalité qui est en pleine explosion depuis pas mal d'années. On a aujourd'hui quand même près de 1000 peines qui ne sont pas mises à exécution. Donc voilà, on a besoin de moyens, de réflexion pour organiser le concept carcéral sur le département de la Martinique. Donc justement, vous parliez de ce rapport, on y vient, qui a donc été remis, c'était mercredi dernier, à la sénatrice Catherine Conconne. Dans ce rapport, un point important, c'est lutter contre les récidives. Il y a 6 détenus sur 10 chez nous qui ont déjà fait de la prison. L'un des souhaits justement des agents pénitentiaires, c'est que chaque détenu ait une activité professionnelle en prison. Est-ce que ça fait partie du cahier des charges de Nicole Belloubet ?
En tout état de cause, ça fait partie de notre cahier des charges à nous, celui qu'on va tenter d'imposer. J'étais moi-même auditionné pour l'organisation que je représente la semaine dernière au Parlement, et c'est exactement ce qu'on leur a dit. Il faut imposer. Aujourd'hui, la loi pénitentiaire de 2009 impose à l'administration de proposer. Il faut que les choses changent et qu'il y ait une obligation pour les détenus, avec l'obligation conjointe de l'administration de proposer, mais les détenus de s'engager dans un processus de travail, de formation, de dynamique qui vise à ce qu'ils soient réhabilités. Pour ça, ça nécessite aussi qu'on ait un encellulement individuel, qu'on ait aussi des dispositions à garder différemment différents profils de détenus, qu'on arrête, comme c'est le cas du COS, d'avoir une promiscuité entre les mineurs et les majeurs, que l'on puisse traiter les détenus femmes autrement, les détenus à déficience psychiatrique autrement. Enfin voilà, et puis qu'on ait ça, aussi... c'est une des revendications aussi, qu'il y a un suivi psychiatrique et psychologique pour les détenus. Il y a un certain nombre de points qui, bien évidemment, ce n'est pas une surprise, sont dans ce rapport que nous soutenons depuis fort longtemps. Il y a certains éléments qui sont déjà dans le relevé de conclusion que nous avons signé suite au mouvement de janvier, notamment pour la prise en charge de certains types de détenus. Maintenant, il va falloir que le projet de loi à venir aille bien plus loin et crée sur la Martinique, comme sur d'autres départements de France, des dispositions et des constructions spécifiques d'établissements pour prendre en charge certains profils de détenus. Mais alors tout ça, ça demande bien évidemment des moyens. Nous sommes à 8000 km. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, de votre point de vue, que nous, nos doléances passent un peu à la trappe ? Elles sont, je pense, au-delà de la sphère pénitentiaire, souvent sur des annonces, des propositions, des belles pensées, mais réellement très peu de cas concrets. Donc oui, il faut que ça change. C'est ce que... Mais alors de quelle façon ? Parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Il faut que l'on engage... Alors on n'a pas besoin de créer 500 000 places de prison. Il faut qu'on approche de façon pragmatique l'adaptabilité à ce département qu'est celui de la Martinique, que l'on puisse avoir les mêmes unités que nous avons en métropole, tout simplement pour garder dans des milieux hospitaliers avec des mesures sécurisées, dans des milieux hospitaliers mais avec des mesures de sécurité pour les détenus à déficience psychiatrique, que l'on puisse avoir des prises en charge sur les détenus violents, parce qu'il y en a quand même ici, que l'on puisse avoir un établissement pour garder les mineurs autrement qu'on le fait. Enfin voilà, on n'a rien inventé de ce qu'on propose, c'est très pragmatique, ça coûterait certainement bien moins cher que la délinquance qui s'engage telle qu'elle est engagée depuis 10 ans sur la Martinique. Et donc, vous, justement, quelles seront vos prochaines actions auprès des parlementaires quand vous serez revenu dans l'Hexagone ? Écoutez, je repars avec ce rapport. Je suis très fier du travail qui a été accompli localement, parce que je pense que c'est la meilleure façon de contrarier le gouvernement, de leur faire comprendre une certaine réalité quand même. C'est celle du travail de personnel qui propose des choses. On n'est pas que dans la revendication qui vise à se mettre devant les portes. On est vraiment dans une construction à améliorer les conditions de détention des détenus, mais aussi des personnels. Et en ce sens-là, donc je vais relayer ce rapport-là, bien évidemment. Il va y avoir tout un débat parlementaire qui va s'instaurer au printemps, donc on va y participer pleinement. Donc j'ai demandé à mes collègues ici de s'engager dans cette action, donc de solliciter les députés et sénateurs qui vont débattre de cette future loi, et qu'au-delà des promesses qu'ils peuvent tenir ici dans des discours ou dans des rencontres, qu'ils soient beaucoup plus énergiques dans l'hémicycle, et puis qu'ils portent très haut et très fort la parole et la nécessité qu'en Outre-mer, et notamment en Martinique, ça change. C'est ce que font déjà effectivement nos parlementaires. Merci d'être passé nous voir. Vous restez avec nous, et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'était la journée du bénévolat chez nous ? Non, je ne le savais pas, mais bon... Pour quelqu'un qui en fait régulièrement, c'est une fierté de voir qu'il y a... En prison, j'imagine peut-être aussi. Écoutez, au quotidien, dans l'action syndicale que nous menons, c'est toujours éternellement du bénévolat. Eh bien justement, j'en parle avec vous parce que c'est donc la journée chez nous du bénévolat. Au niveau national, la date, c'est le 5 décembre en réalité, mais l'engagement est de moins en moins fort en Martinique. C'est pour cette raison que la ville de Fort-de-France a décidé de réunir plusieurs associations comme la Croix-Rouge, mais aussi des associations culturelles et sportives pour sensibiliser le jeune public. Ça s'est passé au parc Aimé-Césaire aujourd'hui. Voyez plutôt ces réactions recueillies par Yoann Boulard. J'apprécierais beaucoup, moi, si j'étais en difficulté, de rencontrer des gens bienveillants. Donc, c'est très important pour moi de l'être. Commencer par moi. Et puis, ma foi, savoir qu'il y a des gens qui reçoivent des colis, qui mangent à leur faim, qu'on est là pour eux, qu'on donne un peu de notre temps, pourquoi pas. On est là également pour pouvoir présenter un nouvel outil, un outil numérique qui va servir à la fois aux associations mais également aux bénévoles qui peuvent s'inscrire gratuitement sur la plateforme Mambéné. L'outil est très facile d'utilisation, il suffit simplement d'aller sur la plateforme, de trouver une action présentée par une association, une action bien ciblée, et on s'inscrit pour cette action.
en donnant ses disponibilités, ses coordonnées. Et en fait, on est contacté par l'association concernée et on intervient de façon bénévole, gratuite, soit de façon ponctuelle, soit de façon récurrente. Le deuxième dispositif, c'est le relais local du bénévolat, qui a vocation à accompagner le bénévole sur son parcours d'expérience en association. Le champ associatif est aussi un vecteur d'insertion. L'association offre la possibilité déjà de glaner des compétences, mais aussi de les exercer. Et tout ça dans le but d'améliorer l'employabilité pour les personnes qui sont en logique d'insertion. Parce que finalement, c'est du lien social, mais c'est aussi un socle d'apprentissage, un lieu où on peut tout simplement s'améliorer sous toutes ses formes. Restez avec nous dans quelques instants. Dans votre JT délocalisé, nous prendrons la direction du Marigot. Nous suivrons d'abord un office religieux consacré à la mémoire d'une ancienne esclave qui était devenue religieuse avant d'être canonisée. Et puis, au rythme des pas de danse traditionnelle du ballet Cristal Créole, nous découvrirons les portraits des jeunes membres du groupe. Mais pour l'heure, on va parler santé. Vous ne le savez peut-être pas, mais plus de 60% des Martiniquais sont en surpoids. Malbouffe et sédentarité sont les premières causes de maladies telles que le diabète ou encore de certains problèmes cardiovasculaires. Pour lutter contre ces fléaux, la commune de Rivière-Pilote sort les grands moyens et proposait aujourd'hui, et pour la première fois, une journée entièrement dédiée au sport et à la nutrition, au programme des ateliers de fitness et puis les conseils de professionnels de santé. Camille Joseph. La matinée ensoleillée est à elle seule une invitation à la pratique de l'activité physique. Alors, on ne s'en prive pas sur la place La Savonne. Après le sport, le moment est venu de se préoccuper de son taux de glycémie, mais aussi du niveau de sa tension. Je suis rassurée, puisque j'ai vu les personnes compétentes qui m'ont quand même conseillé et informé. Je l'ai fait à la clinique Sainte-Marie et là ce matin je me retrouve, j'ai l'impression que ça fait du bien. Au fil des stands, des conseils sont donnés par les professionnels de santé, des dépistages sont pratiqués. Petits et grands sont très attentifs. Les fibres qui vont arriver ici ne seront pas digérées dans l'intestin grêle ou dans l'estomac. Je suis petit, mais je peux être concerné par les problèmes de santé. J'ai fait mon poids. Alors, juste un petit sondage. Est-ce qu'éventuellement en Martinique, je suis allée dans le côlon. Si pour certains, c'est l'occasion de profiter pour se préoccuper de son état de santé, pour d'autres, c'est le moment de penser à ceux qui ont besoin d'aide. Nous avons parrainé cette collecte de sang parce que c'est un geste citoyen. Moi-même étant professionnel de santé, je donne l'exemple, comme vous voyez, je donne le coup d'envoi et j'espère que beaucoup suivront. Une première édition demandée par la population et qui s'inscrit dans la politique de santé de la ville. C'est permettre à la population de Martinique, pas simplement de Rivière-Pilote, de venir, de trouver les personnels de santé, que le personnel de santé s'approche du public, prendre les bonnes informations actuellement pour leur santé. Un rendez-vous qui sera reconduit régulièrement parce qu'il est important d'accompagner la population pour une meilleure prise en charge de sa santé. Et c'est l'heure de retrouver votre JT délocalisé dédié à la commune du Marigot ce soir. Le Marigot nous accueille pour cet énième numéro de notre JT des communes. Cette belle ville avec sa légendaire tranquillité, ses marins-pêcheurs, ses vendeurs de poissons, les sargasses qui donnent un peu de répit. On assiste à quelques scènes d'enlèvement justement des sargasses sur le bord de mer. Nous parlons également d'une activité culturelle et sportive dans cette commune, assez dense d'ailleurs. Nous irons voir le ballet Cristal Créole. Et puis, n'oublions pas qu'on est en période de carême, justement. Nous évoquerons Bakita, la chapelle Bakita, Bakita qui fut le nom d'une esclave canonisée par la suite, Joséphine Bakita. Nous en parlerons donc tout à l'heure dans ce numéro. Merci de nous accueillir. On est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte.
Lorsque l'on pose les pieds dans cette charmante commune du Marigot, tout de suite on a envie de se mettre dans l'ambiance, aller découvrir par exemple les saveurs locales. Et là je pense au Brigot. La pêche est en effet la principale activité qui occupe les hommes avec un peu d'agriculture. Mais tout de suite, gros plan sur le secteur culturel avec ALCPJ, une association qui regroupe quelques jeunes et qui va fêter cette année son 18e anniversaire. Quelques activités sont proposées, notamment les majorettes du Marigot et puis aussi le ballet Cristal Créole. Gros plan avec Camille Joseph et Philippe Olini. Danser pour le plaisir, pour l'équilibre, pour l'amour de la tradition. Les membres du ballet Cristal Créole ont tous de bonnes raisons de participer à cette aventure qui dure depuis bientôt 2 décennies. Je m'en réjouis franchement parce que c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure, nous voyons. Et nous les jeunes, nous essayons de faire revivre cette petite culture martiniquaise que nous avons. Ça lui apporte en estime de soi, elle a gagné en confiance. C'est pas évident quand on a 13, 14 ans de danser sur scène, d'affronter un public. Donc ça lui a permis de s'affirmer. Avec ses 8 musiciens, ses 20 danseurs et sa section dédiée aux plus petits, le ballet est un vrai tremplin pour les jeunes de la commune. Comme Ludovic, entré dans la troupe à l'âge de 6 ans. Il en est aujourd'hui le chorégraphe. Le danseur a participé à de nombreux ballets, des voyages qui l'inspirent, même si le terroir reste sa pièce maîtresse. Je me suis engagé à, tout simplement, par exemple, comme Christelle le disait, la banane. La banane, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu ou clairement expliqué. Et justement, en chorégraphiant, j'ai essayé de ma manière de pouvoir expliquer. D'ailleurs, ça a appris à beaucoup de jeunes le monde dans lequel leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu. Savoir déjà à quoi sert la boîte, comment mettre une banane, ça aussi, ça en fait partie. Cristal Créole est une valeur sûre dans un territoire du Nord où l'offre culturelle a souvent déserté. Au niveau activité, c'est pas évident, tout est concentré vers l'agglomération et il s'agit pour nous donc, de maintenir en activité les jeunes. Puis ça permet aussi aux jeunes de ne pas être sur le bord des routes et d'être en activité. Ils sont là comme un grand frère, des grandes sœurs, donc voilà, c'est créer ce lien et faire qu'il y ait quand même une dynamique culturelle au niveau du Nord et puis au niveau de la commune. Des jeunes danseuses et danseurs qui comptent bien poursuivre dans leur élan. Pour fêter ses 18 ans, le ballet Cristal Créole envisage une tournée à Paris au mois de novembre. L'église Saint-Pierre et Paul du Marigot en restauration pour quelques mois encore. Ça nous rappelle que nous sommes en période de carême justement et l'église catholique fête cette année les 170 ans de l'abolition de l'esclavage à travers un personnage assez peu connu dans l'histoire, Joséphine Bakita, qui fut esclave, ensuite canonisée. Ici, dans cette commune, à la chapelle qui porte le même nom, la chapelle Bakita Joséphine, s'est tenue une célébration en ce sens, assistée par Louis Sabas. Voyons le reportage. Changez de vie, voyez que Dieu vous aime. C'est un office un peu particulier. Ce matin-là, au Marigot, on célèbre la Sainte Joséphine Bakita, ancienne esclave née au Soudan en 1869 et décédée en 1947. Elle devient religieuse, puis est canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Une personnalité bien connue des paroissiens du Marigot. Voilà 2 ans que leur chapelle porte le nom de cette sainte. Et c'est quand le Père Anderson a donné le nom, alors c'est à ce moment-là que nous ici au Marigot, nous avons connu cette Bakita. On s'est renseigné, on a cherché et on nous a dit, j'ai découvert qu'elle est du Soudan, qu'elle est devenue chrétienne après et ils ont continué ils l'ont canonisé, ils ont canonisé d'autres esclaves qui étaient dans l'église.
Célébrer la religieuse entre dans le cadre d'une réflexion sur la traite des humains à l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. L'Église sensibilise à une pratique encore en vigueur au XXIe siècle, une initiative louable pour ses fidèles. C'est l'histoire où ça se renouvelle des années, des siècles. La vie, c'est un combat. Quand vous croyez tout va à merveille, ça, les trucs du passé refont surface. L'Église est là pour nous faire avancer et pour ne pas rester toujours sur les mêmes choses, les mêmes rancœurs, les mêmes choses. Alors là, ça ne nous mène à rien parce que, je ne sais pas moi, et on parle de l'amour, oui, ce qui a été fait. Ce n'était pas c'est un crime abominable, mais il faut aller de l'avant. Une démarche de réconciliation avec l'histoire. Car si l'Église semble silencieuse quant à sa position officielle au début de la période esclavagiste et de la colonisation, elle a par la suite dénoncé le non-respect de la personne humaine et de l'esclavage. Qu'ils soient libérés des chaînes de leur captivité. Il y avait deux réalités qui coexistaient dans le sens où il y avait effectivement des prêtres qui partaient avec les colons sur les bateaux pour parler aux esclaves. Mais l'initiative aussi de l'abolition de l'esclavage est aussi née de prêtres qui s'insurgeaient contre cette pratique. Petit à petit, donc, dans nos plantations, il y a eu des catéchismes noirs qui ont été écrits donc, par les prêtres eux-mêmes. Aujourd'hui encore, l'Église demande pardon pour les agissements des hommes lors de cette période trouble de l'histoire. Les papes se sont exprimés en défaveur de la traite négrière. Le pape Jean-Paul II a posé un acte fort au nom de toute l'Église à demander pardon pour les colons, les esclavagistes qui ont maltraité, ont été à l'encontre de la dignité de la personne humaine. Et donc voilà, c'est vraiment au nom de toute l'Église qu'il a posé cet acte. Les célébrations, les neuvaines à Sainte-Joséphine Bakita ont aussi pour objectif de dénoncer tout ce qui aliène l'homme moderne. Les manifestations se poursuivront avec de nombreux temps forts dans les districts de Martinique jusqu'au début de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 22 mai prochain. On vous le disait en préambule, le Marigot a une belle structure associative, une trentaine d'associations sur cette commune d'environ 3500 habitants. Nous sommes en compagnie d'Isabelle Trobriand qui est chargée de mission, je crois, au niveau de la culture et des sports dans cette commune, c'est ça? Tout à fait. Donc la mairie a mis en place une structure qui fait quoi, grosso modo? Vous regroupez tout ça, il y a une politique des sports, de la culture qui est mise en place, on imagine? Oui, c'est ça. Alors, auparavant, il existait un service culturel qui chapeautait un peu les manifestations au niveau communal. Et le conseil municipal, suite à une réorganisation des services souhaitant vraiment réunir dans une seule et même direction à la fois les deux cyberbases que comporte la ville, la bibliothèque et puis les équipements sportifs, a créé une direction de l'animation et du sport qui justement doit mettre en évidence, en valeur, valoriser aussi, promouvoir la pratique de l'activité sportive et la culture. C'est ça. Est-ce qu'il est juste de dire que ce secteur sportif et culturel arrive quand même à mailler un peu tous les efforts, notamment au niveau des petites structures associatives? Est-ce que les jeunes déjà à la base, et c'est la première question, est-ce que les jeunes marigotins et les marigotines sont attirés par ces activités? Oui, tout à fait, puisque comme vous le disiez en préambule, au niveau de la ville, nous disposons d'une trentaine d'associations, et des associations à la fois sportives, mais aussi à la fois culturelles ou bien beaucoup plus solidaires, qui en leur sein ont des jeunes. Voilà. Il y a un peu de tout. Voilà, vous avez des jeunes, des structures associatives qui ont plutôt des jeunes, des moins jeunes aussi. Voilà. Du bel âge, on dira. Voilà, du bel âge, comme vous dites, et qui essayent en fait avec ces personnes, ces jeunes et ces moins jeunes, d'avoir des animations, des activités à la fois sportives et culturelles pour pouvoir dynamiser le territoire. Ce sont vraiment Alors on va parler de ce qui vous amène surtout aujourd'hui, puisque nous sommes au mois de mars et là vous vous apprêtez à vivre un mois carrément de festivités, en tout cas un mois sur lequel on portera un éclairage global sur l'action culturelle et sportive. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de manifestations.
Alors voilà, nous avons essayé pour le mois de mars de mettre en place un programme en partenariat avec la Direction des Affaires culturelles et aussi Cap Nord, de faire un programme sur le mois qui puisse à la fois mettre des animations, on dira plutôt culturelles, et puis un petit volet sportif pour pouvoir justement encourager les personnes à pratiquer du sport à travers notamment la marche, la randonnée pédestre qui est prévue ce dimanche 4 mars. J'ai vu une belle randonnée pédestre quand même. J'ai lu quelques noms, habitation de Haumont, habitation Bali, l'usine du Lorrain. On imagine qu'il y a pas mal d'histoires derrière tout ça. Tout à fait. Donc c'est une randonnée à la fois sportive, mais aussi ce sera l'occasion pour les participants de découvrir les sites de la ville qui ont une histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura 2 animateurs du patrimoine du service de la direction qui seront présents lors de cette randonnée et pour pouvoir échanger avec la population, savoir un peu comment ils connaissent. Sinon, c'est une randonnée accessible à tout le monde, niveau 2, oui, voilà, 2h30 à peu près. Voilà, tout à fait. C'est pas pour monsieur tout le monde, voilà, ce n'est pas très difficile. Il y aura alors un peu plus loin dans le prolongement la journée de la femme. Tout à fait, c'est cela. Avant cela, j'aimerais quand même préciser que cette randonnée, on sera accompagné de l'Amicale des sapeurs-pompiers, une association de la ville avec des secouristes, mais aussi des sapeurs-pompiers. Donc la sécurité est au rendez-vous. Voilà, et puis il y aura une sensibilisation sur comment boire, se ravitailler aussi durant la randonnée pour mettre tout le monde à l'aise. Très bien. Et comme vous le disiez, il y aura également la journée de la femme. On aurait pu appeler ça la semaine de la femme, puisque... Ça se passe dans le courant du 8 au 16 mars carrément. Tout à fait, c'est qu'on a demandé à l'Union des femmes de la Martinique de nous donner un petit partenariat, de nous aider sur cette opération. Donc ils nous mettent à disposition pendant 2 semaines une exposition sur les métiers au féminin qui sera visible au niveau de l'espace Eugène Monat, donc dans le hall. Et puis, le vendredi 9 mars, nous allons accueillir l'Union des femmes de la Martinique qui parlera aux hommes et aux femmes de la mixité, puisque c'est la thématique cette année, de parler comment les hommes et les femmes travaillent à ce qu'il y ait beaucoup plus de mixité et moins de sexisme. C'est ça, voilà. L'harmonisation de la société. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il y aura d'autres manifestations. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout développer. Spectacle vivant, il y aura du théâtre, de la littérature, pas mal de choses. C'est une volonté de... Avant, ça n'existait pas au Marigot, tant que ça. Là aussi, pour vous, il est important de faire savoir que le Marigot non seulement existe, mais qu'il se passe des choses au Marigot. Tout à fait, mais aussi c'est important pour nous et ça se faisait quand même déjà auparavant par ma collègue qui était au niveau du service culturel, de mettre en place des soirées littéraires notamment et puis faire des spectacles pour permettre aux personnes du Marigot d'accéder aussi à la culture. Puisque, comme vous le savez, vous avez l'Atrium ou bien d'autres structures sur Fort-de-France et tous n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Oui, les spectacles sont généralement tard, le soir, les personnes de certain âge n'osent pas prendre la route, on comprend tout ça. Donc c'est vraiment... Donc tout ça, c'est un petit peu créer une sorte de dynamique. Voilà. Et puis aussi créer aussi du lien social. Voilà. C'est important. Voilà. Permettre aux personnes d'accéder à la culture au niveau de la commune et aussi pour les communes avoisinantes. Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce mois de festivités. Merci. Madame Trobriand, merci de nous avoir accueillis dans votre charmante ville. Merci à vous. Et puis, on se reverra bientôt, on imagine. Tout à fait. En tout cas, monsieur le maire, son conseil municipal et nous-mêmes, nous serons ravis de vous accueillir de nouveau ici au Marigot. Avec plaisir, merci. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour nous, c'est toujours un réel plaisir. Très belle soirée, bon week-end et à la semaine prochaine. Et il est temps à présent d'ouvrir notre page sport.
Et on débute avec du football. 17e journée du championnat de régional 1 hier soir à Saint-Joseph. Et le choc au sommet, le leader, le Golden Lion, champion en titre, affrontait le club franciscain. Un match équilibré, vous allez le voir, disputé sous une pluie battante. Et au final, un but partout. Retour sur la rencontre avec Caril Chassol et José Le Chertier. C'est sous une pluie battante et un terrain détrempé que cette rencontre entre le Golden Lion en rouge et le club franciscain débute. À domicile, les Joséphins se montrent pressants par Parsemin notamment, mais une flaque d'eau ralentit le ballon. Les hommes de Luis Armilio Garcia insistent par Erel. En vain, les franciscains ne sont pas en reste. À la 10e minute, ils se procurent cette double occasion, mais ni Janteur ni Abol ne parviennent à ouvrir le score. Et si de part et d'autre, on se procure des occasions, l'état du terrain et la pluie gênent l'évolution du jeu. À la pause, le score est nul et vierge. À la reprise, pas grand-chose à se mettre sous la dent avant la 53e minute. Ce centre de Lamazine est repris par Parsemin. Rosa Arsène est à la parade. Les Joséphins insistent. Dans la foulée, cette balle en profondeur trouve Bouriel. Le portier franciscain s'interpose. Et la 3e occasion joséphine de la seconde période est la bonne. Suite à ce centre, la balle est ralentie par une flaque d'eau. Parsemin la récupère et dribble Rosa Arsène qui l'accroche. Penalty. Il est transformé par Kevin Parsemin. Le Golden Lion mène 1-0. On joue la 60e minute. Les franciscains réagissent. Ils se procurent cette double occasion. Mais Loïc Chauvet fait bonne garde. Mise à contribution, la défense joséphine se montre vigilante à l'image d'un très bon Sébastien Crétinoir. Les hommes de Dominique Jean haussent le ton et à un quart d'heure de la fin, sur ce coup franc mal dégagé et un peu confus, le club franciscain égalise par Wendy Tarieux. Un but partout, c'est le score final de ce choc perturbé par la pluie. On avait les occasions première mi-temps, surtout moi, j'avais 2 occasions nettes. Par rapport au terrain, comme vous avez dit, ça a été difficile d'essayer de contrôler ou de frapper. Mais bon, après, nous sommes à l'extérieur, le match nous convient. Et on va essayer de travailler pour le prochain match. C'est pour ça que l'Aiglon vient chez nous et travailler pour prendre nos 4 points chez nous aussi. On sait qu'on jouait un concurrent direct au titre. Après, on s'était bien replacé, on va dire, à la course. Après, bon, l'état du terrain, nous, on le connaît. Après, je pense que les adversaires commencent à s'y habituer en venant à Saint-Joseph. On savait que ça n'aurait pas été un match facile. Et ne pas perdre, déjà, c'est une bonne chose. À domicile, ne pas gagner le match, c'est autre chose. Mais bon, on reste à même longueur d'onde. On a toujours un point d'avance sur eux. Après, je ne sais pas ce que les concurrents directs ont fait. On va voir ça demain, si Dieu. Toujours hier soir, le Racing s'est imposé 2-0 face au Good Luck et partage des points entre la Samaritaine et le club colonial. Cet après-midi, l'Aiglon s'impose 4-1 face au CSK Spilote. Victoire également du New Star au dépend de l'émulation 1-0. Mené 2-0, le RC Saint-Joseph s'impose 3-2 face à l'Essor. Enfin, score nul et vierge entre la JS Eucalyptus et le Golden Star. À l'issue de cette 17e journée de R1, le RC Rivière Pilote reprend la tête du championnat. Les Pilotins du Sud ont 2 points d'avance sur Joséphin et 3 sur Franciscain et Clubiste. En bas de tableau, on retrouve l'émulation, le CSK Spilote et la JS Eucalyptus. Et puis, outre le football, ce week-end de sport est et sera marqué par plusieurs rencontres en handball, basket, cyclisme et athlétisme notamment. On passe en revue l'agenda sport avec Louis Sabas. Sport collectif toujours, en basket. Début hier soir des quarts de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, l'Éclair a disposé des Black Stars 61-36. Une rencontre est prévue ce soir entre la Gauloise et le SC Lamontinois à Trinité. Chez les hommes, 2 matchs se disputeront ce soir à partir de 20h. US Ducos Wax au Saint-Esprit et Golden Lion Arsenal à Saint-Joseph. En handball féminin, début hier soir de la 14e journée du championnat de pré-national. Victoire logique de l'Entente AS Mendezes gauloise, de l'USC Citron et du Réveil sportif, respectivement
aux dépens du club sport, de l'Étoile de Gondo et de l'UJ Redoute. Suite de cette 14e journée ce soir. Nous y reviendrons demain. Chez les hommes, la surprise est venue de la défaite de l'ASC Ducos, battue par la Gauloise 27-23. Victoire dans le duel de bas de tableau de l'ASC Dillon Doubout, vainqueur de l'éveil de Carabin. Suite de cette journée, ce soir 20h30, avec le match TS franciscain Sainte-Anne-Cap 110. Et pour la petite reine, nos cyclistes étaient cet après-midi sur le circuit de Pelletier au Lamentin à l'occasion de la deuxième manche du Grand Prix de la CTM. Au menu, 97 km 500. Et comme depuis le début de la saison, on a encore une fois eu droit à un duel entre sociétaires de l'USC et du Madinina Makers. Et c'est Willy Roseau qui s'impose au sprint au sommet de Pelletier devant Yannis Sidoli du CCV et les sociétaires de l'UCS, Ismaël Denara et Michael Stanislas au classement général avant l'ultime manche qui se tiendra en juin prochain. Willy Roseau du Madinina Bikers et Ismaël Denara de l'USC sont co-leaders. Venu dans un état d'esprit un peu décontracté puisque bon, nous avions déjà quand même un coureur bien placé en la personne de Joao Alibo et puis nous avions à cœur quand même de pouvoir le porter vers les plus hautes strates ou conforter sa place. Donc aujourd'hui la configuration de course a permis effectivement que je sois devant et qu'il n'ait pas eu le temps de prendre le bon wagon. Donc par rapport à ça, il m'a fallu gérer ma course bien plus tôt et être dans une configuration que je n'avais pas encore connue cette saison. Et pouvoir manipuler, enfin, essayer de faire au mieux de façon à assurer le succès en tout cas pour ma formation. C'est sûr qu'aujourd'hui je termine 3e sur le podium, et Willy termine 1er, ce qui nous met maintenant ex aequo. Bon, ben, aujourd'hui tout est possible lors de la 3e manche. L'un de nous deux peut gagner, mais il ne faut pas oublier certains coureurs, comme on dit, qui peuvent jouer les troubles faits. Bon, ben, tout est possible toujours. On verra comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui, il y a du spectacle et je souhaite quand même remercier les coureurs de l'UCS Martinique qui ont vraiment bien travaillé pour moi. Dans l'échappée, on a eu 3 coureurs de l'UCS, notamment Michael Stanislas, Ismaël Denara qui était le leader, Émile Demazy, mais aussi les coureurs du Madinina Bikers, Willy Roseau qui se trouvait un petit peu esselé, mais il y avait aussi Yannis Sidoli du CCV, donc le CCV avec Yannis Sidoli, ces deux stages qui ont arbitré ce duel et en fin de compte, on a une très belle moyenne, malgré les 9 montées de la Pelletier. En athlétisme, cet après-midi se tenait au stade Pierre-Aliquer le dernier meeting qualificatif des Carifta Games. Ultime opportunité pour nos athlètes de réaliser les minima en vue de ce grand rendez-vous prévu à la fin du mois aux Bahamas. Il a été marqué par de belles performances. Nous avons des minima, bon, les athlètes qui sont déjà connus, sur les haies, au niveau du 5000, au niveau du lancer du poids, donc voilà, un petit peu les disciplines qui sont un petit peu représentées au niveau des minima, mais bon, nous espérons vraiment qu'aujourd'hui, le demi-fond encore va nous permettre de repêcher quelques athlètes afin de pouvoir représenter la sélection de la Martinique. C'est une compétition de très haut niveau, donc je vous assure que l'an dernier nous avons obtenu 4 médailles. C'est vrai que l'important pour nous ce serait de pouvoir améliorer notre score. Maintenant, attendu, on ne sait pas. On ne connaît pas les forces en présence, on sait que le niveau est très élevé. Simplement, il faudrait que les athlètes soient du niveau et qu'en veulent, qu'ils se battent jusqu'au bout pour pouvoir obtenir de bons résultats. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Design, graphisme ou encore art plastique, c'est peut-être l'une des voies que les futurs étudiants choisiront. Le campus caribéen des arts ouvrait ses portes aujourd'hui au public. La formation artistique a-t-elle le vent en poupe? Nous l'avons vu. Une autre porte ouverte, celle du Lecta de Croix-Rivaille. Une quarantaine d'exposants de la filière agricole sont venus présenter leurs produits. Parmi eux, des anciens élèves du lycée, nous l'avons vu également. Alors que plus de 60% des Martiniquais sont en surpoids aujourd'hui, la commune de Rivière-Pilote prend le problème à bras-le-corps et proposait une matinée dédiée au sport et à la nutrition avec en prime les conseils de professionnels de santé. Et puis en football, nous sommes revenus sur la 17e journée du championnat de Régional 1 hier soir. Le Golden Lion, champion en titre, affrontait le club franciscain. Un match pluvieux pour un score ex aequo au final. Voilà, dans quelques instants, votre émission The Voice. Je vous retrouve demain à la même heure. Très belle soirée sur ATV.